Ils ont trouvé un cimetière au Nouveau-Mexique qui défie toute explication. Des centaines de squelettes, tous emmêlés, montrant des signes qu'ils se sont attaqués entre eux dans leurs moments finaux. Ceci est juste une scène de crime dans les États-Unis préhistoriques. La vérité est que les dinosaures qui vivaient dans votre arrière-cour n'avaient pas seulement faim, ils étaient sadiques. Nous parlons de prédateurs qui chassaient leurs propres familles et de marécages remplis de crocodiles de la taille d'autobus. Les données ne mentent pas. L'Amérique préhistorique était un cauchemar pur et nous allons plonger dans les détails sanglants maintenant. Le cauchemar avant l'histoire. Pour comprendre véritablement l'échelle de cette violence, nous avons besoin de nous rendre compte que le sol sous nous est en réalité un cimetière massif et invisible. Allons éclaircir une chose immédiatement. Les États-Unis, que vous connaissez la terre de centres commerciaux, champs de maïs et autoroutes, est juste un masque mince qui couvre un passé très sombre. Si vous pouviez voyager dans le temps entre il y a 252 et 66 millions d'années, durant l'ère mésozoïque, vous ne reconnaîtriez rien. Il n'y avait pas de rocheuses comme nous les connaissons, ni de grands canyons, juste un paysage sauvage et changeant conçu pour une chose, la survie du plus apte. Fondamentalement, le continent était une arène géante. Des plaines du Kansas jusqu'aux roches rouges de l'Utah, chaque pouce carré était un territoire en dispute. Dans ce territoire, il y avait zéro merci. Le registre fossile est clair comme le cristal sur ceci. Nous ne sommes pas en train de trouver des animaux qui sont morts de vieillesse pendant qu'ils dormaient. Nous sommes en train de trouver des victimes. Les experts l'appellent le Mésozoïque, mais vous pouvez l'appeler simplement un film d'horreur de 186 millions d'années de durée. La pression écologique était si intense que les animaux ont évolué en armes biologiques. Nous parlons de créatures conçues uniquement pour déchirer, déchiqueter et écraser. Mais voici le truc. La violence n'était pas aléatoire, elle était systémique. La géographie de l'Amérique du Nord préhistorique a forcé ces monstres à être dans des espaces réduits. Quand les ressources baissaient, le carnage s'envolait. Nous avons des preuves de sécheresse qui ont transformé des lits de rivières en fosses communes et des preuves d'inondations qui ont noyé des troupeaux entiers en minutes. Les restes sont partout. Sous les fondations des gratte-ciel et le sol des fermes familiales, il y a des rivières de sang séchées et des montagnes d'os broyés attendant d'être trouvées. Le sol est littéralement fait de morts. Mais pour comprendre le vrai horreur, nous devons revenir à là où a commencé le cauchemar. L'histoire de cette brutalité commence dans la période triasique, il y a approximativement 230 à 200 millions d'années, spécifiquement dans le sud-ouest américain que nous pouvons appeler l'aube des morts. Si vous pensez que le T-Rex fut le commencement des choses terrifiantes, vous vous trompez beaucoup. Le spectacle d'horreur a commencé bien avant. Imaginez le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Texas. Aujourd'hui, c'est chaleur sèche et cactus. En ce temps-là, la formation Shinle était un paysage fumant, humide et dangereux. Pensez à cela comme une plaine alluviale tropicale, mais avec des saisons extrêmes. Quand il pleuvait, cela inondait des zones massives. Quand cela s'arrêtait, la chaleur cuisait le sol jusqu'à le convertir en béton. Dans cet environnement, les premiers monstres réels d'Amérique du Nord ont réclamé leur place. Et écoutez ceci, les choses les plus terrifiantes là-bas n'étaient même pas techniquement des dinosaures encore. C'étaient les ancêtres des crocodiles, mais avec des stéroïdes. Le paysage était dominé par les Rawizuchiens. Ceux-ci n'étaient pas vos crocodiles paresseux modernes qui attendent dans l'eau. Ces choses marchaient sur la terre. C'étaient les super-prédateurs, les chefs du Trias. Le plus terrifiant de tous eux était une bête appelée Postosuchus. Imaginez une créature qui ressemble à un crocodile, mais court sur des pattes longues comme des piliers. Il avait presque 13 à 16 pieds de long et était fortement cuirassé avec des plaques osseuses le long de son dos. Mais le problème réel était la bouche. Il avait un crâne profond et carré rempli de dents serrées qui ressemblaient à des couteaux à viande. Le Postosuchus ne mordait pas seulement, il écrasait. Il était construit pour traverser armures et os. Dans les sables rouges de la formation Shinle, cette chose était la faucheuse. C'était un prédateur d'embuscade qui attendait dans les fougères ou près des points d'eau qui diminuaient, et quand quelque chose passait en marchant, je terminais. Mais le Postosuchus n'était pas la seule chose dont vous deviez vous inquiéter. Tandis que ces tanks patrouillaient le sol, un nouveau type de menace était en train d'évoluer. Une menace qui était plus rapide, plus intelligente et beaucoup plus nombreuse. Les tanks étaient terrifiants, mais le vrai cauchemar était sur le point d'arriver en un essaim. Mais le vrai horreur de l'ère n'était pas seulement la taille,
C'était le massacre de Ghost Ranch où nous voyons l'efficience de la meute. Entre le Coelophysis. Ce dinosaure est matière à cauchemar, non parce qu'il était énorme, mais parce qu'il était efficient. Trouvé en nombre massif à Ghost Ranch, Nouveau-Mexique, le Coelophysis fut l'un des premiers dinosaures vrais. Imaginez une créature d'environ 9 pieds de long, mais extrêmement légère. Ils étaient construits pour la vitesse avec des os creux, des pattes longues et un cou qui se lançait en avant comme un serpent attaquant. Ils paraissaient minces, presque fragiles, mais ne laissez pas cela vous tromper. Ils étaient les loups du Trias. Ils avaient des mains avec des griffes acérées et des mâchoires remplies de douzaines de dents petites et aiguisées comme des aiguilles. La partie terrifiante est qu'ils chassaient en meute. Vous ne pouviez pas fuir d'eux parce qu'ils étaient plus rapides que presque n'importe quelle autre chose dans leur environnement. Et vous ne pouviez pas vous cacher parce qu'ils pullulaient par la zone. Mais la vraie histoire d'horreur n'est pas seulement qu'ils fussent des chasseurs. C'est ce qui est arrivé quand les choses sont devenues difficiles. À Ghost Ranch, les paléontologues ont gagné la loterie ou la fosse de l'horreur, dépendant de comment vous le regardez. Ils ont trouvé un lit d'os, qui est un mot scientifique élégant pour une fosse commune. Nous parlons de centaines de squelettes de Coelophysis emmêlés. C'est une scène de chaos absolu congelée en pierre. Alors, que s'est-il passé? La preuve pointe vers une sécheresse catastrophique. À mesure que l'eau séchait, ces animaux se sont vus forcés d'être dans des zones chaque fois plus petites. Le panique s'est installé. Les faibles sont morts en premier. Puis les forts ont commencé à désespérer. Durant longtemps, les scientifiques ont noté quelque chose d'inquiétant à l'intérieur des cages thoraciques des squelettes adultes de Coelophysis, des os minuscules. Au début, tout le monde a pensé qu'elles étaient enceintes, mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les dinosaures. Ils pondent des œufs. Alors la conclusion fut beaucoup plus sombre. Cannibalisme. La théorie prévalente durant des années fut que dans la chaleur de la sécheresse, sans nourriture restante, les adultes ont attaqué leurs propres petits pour survivre. Maintenant, la science devient compliquée ici. Certaines études modernes suggèrent que ces os minuscules pourraient être des crocodiles petits, non des bébés. Mais le fait demeure, le comportement de ces premiers dinosaures était poussé par une survie impitoyable. Même s'ils n'étaient pas en train de manger leurs propres petits dans cette instance spécifique, la violence de la meute était indéniable. Ils ont vécu ensemble, et à la fin, ils sont morts ensemble dans un tas de membres emmêlés et de coups rompus. Le Trias fut brutal, mais ce fut seulement l'échauffement pour la vraie ère des géants. L'âge d'or du gore. À mesure que nous avançons dans le temps, nous sommes témoins de l'évolution de la machine prédatrice définitive. Alors, le Trias se termine. Vous pourriez penser, d'accord, sûrement les choses se sont calmées. Non, cela devient beaucoup pire. Aux alentours d'il y a 200 millions d'années, le Trias s'est terminé et a commencé la période jurassique. Ceci est l'ère que tout le monde connaît. Ceci est le temps des géants. L'environnement dans l'Ouest américain a changé. Le climat a changé. Les forêts sont devenues plus épaisses, les arbres sont devenus plus hauts et les animaux sont devenus absolument massifs. La nature a fondamentalement décidé d'augmenter la taille de la violence. Dans le Trias, un prédateur de 15 pieds était un grand problème. Dans le Jurassique, cela était un en-cas. Le scénario pour ce nouveau niveau d'horreur fut la formation Morrison. Cette formation géologique s'étend à travers le Colorado, l'Utah, le Wyoming et le Montana. Si vous visitez ces États aujourd'hui, vous êtes en train de regarder les restes de l'écosystème le plus dangereux qui ait jamais existé. Les herbivores se sont convertis en forteresses marchandes. Nous ne parlons pas de cerfs sans défense ici. Nous parlons de Stegosaurus avec des pointes sur sa queue qui pourraient perforer l'os. Nous parlons d'Apatosaurus, titan de cou long qui pesait autant qu'un troupeau d'éléphants et pouvait écraser un prédateur avec un seul piétinement. Pour abattre ces monstres, les prédateurs ont dû s'actualiser. Ils ne pouvaient plus être seulement rapides. Ils devaient être puissants. Ils devaient être débouchés. Le Jurassique a converti l'Ouest américain en un moulin à viande géant. Le registre fossile ici est affreux. Nous trouvons des os avec des marques de dents qui coupent profondément jusqu'à la moelle. Nous trouvons des queues qui furent arrachées et ont guéri. Le niveau de traumatisme physique quotidien que ces animaux ont supporté est saisissant. Dans des endroits comme la carrière de dinosaure Cleveland Lloyd en Utah, le sol est si plein d'os de prédateurs qu'il ressemble à un piège. Quelque chose les a attirés là, et ils sont morts en masse. Mais il y eut un dinosaure qui a défini cette ère.
Un prédateur qui a gouverné l'Ouest américain avec un poing de fer, ou plutôt avec une mâchoire de fer. Il était le roi du Jurassique et sa morsure était matière à cauchemar. Entre ces prédateurs, un s'est distingué comme le boucher, l'Allosaurus. Si le T-Rex est la célébrité du monde des dinosaures, l'Allosaurus est le criminel de carrière. Celui-ci était le prédateur grand le plus commun dans la formation Morrison. Il était le lion du Jurassique. Mais lion sonne trop noble. L'Allosaurus fragilis était une hache biologique. Regardons les statistiques. Un Allosaurus adulte pouvait atteindre les 28 à 30 pieds de longueur. Il pesait plus de 2 tonnes. Mais la partie terrifiante était sa mécanique. La plupart des prédateurs mordent et tiennent. L'Allosaurus faisait quelque chose de différent. Son crâne était construit pour supporter un impact massif. Il pouvait ouvrir ses mâchoires extrêmement, nous parlons de presque 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'il utilisait sa tête comme un pic. La théorie est que l'Allosaurus ouvrait sa bouche de part en part et frappait sa mâchoire supérieure vers le bas sur sa proie, clouant ses dents serrées à travers la chair et le muscle. Puis, il tirait vers l'arrière, tranchant des morceaux massifs de chair. C'était une stratégie de couper et déchirer. Il pouvait arracher 150 livres de chair en une seule morsure. Imaginez cela. C'est le poids d'un humain adulte, disparu en un claquement. Et la preuve de sa brutalité est partout. Dans la carrière de dinosaure Cleveland Lloyd en Utah, les scientifiques ont trouvé un mystère. Ils ont récupéré des milliers d'os. Mais voici la partie folle. 67% des os appartenaient à des Allosaurus. Habituellement, dans la nature, vous avez beaucoup d'herbivores et très peu de prédateurs. Mais ici, la proportion était inversée. Il y avait 46 squelettes d'Allosaurus et seulement environ 30 autres dinosaures combinés. Que nous dit ceci? Cela nous dit que la vie pour un Allosaurus était incroyablement dangereuse. Ils furent probablement attirés vers la boue ou vers une source d'eau pour s'alimenter d'herbivores piégés, et ensuite ils sont restés coincés eux-mêmes. Ou pire, ils furent attirés là pour s'alimenter les uns des autres. La compétition était si féroce que ces rois mouraient en tas. Ils étaient en train de lutter pour chaque morceau de chair, et ils n'étaient pas exigeants. Nous avons trouvé des os d'Allosaurus avec des marques de morsure qui coïncident avec d'autres Allosaurus. Quand les choses devenaient difficiles, ils s'attaquaient entre eux, mais l'Allosaurus n'était pas le seul terreur dans le Jurassique. Il avait des cousins, et certains de ses cousins étaient encore plus désagréables. L'Allosaurus était le roi, mais le Ceratosaurus était le sadique. Tandis que l'Allosaurus gouvernait les plaines, un démon avec des cornes réclamait les marécages, connu comme le Ceratosaurus. Nous avons parlé de l'Allosaurus, le général de l'armée du Jurassique, mais il n'était pas seul là-bas. Si l'Allosaurus était le lion, alors le Ceratosaurus était le ratel le plus petit, le plus désagréable et équipé avec des armes qui paraissent excessivement mortelles. Vous reconnaissez ce gars immédiatement. C'est celui qui a la grande corne dentée qui ressort juste de son nez. Durant des décennies, les scientifiques ont discuté sur cette corne. Était-ce pour donner des coups de tête? Était-ce pour l'exhibition? Fondamentalement, le consensus maintenant est que c'était un drapeau d'avertissement. Un signal brillant et coloré qui disait « Ne te mêle pas de moi ». Mais la corne n'est pas la partie terrifiante, ce sont les dents. Le Ceratosaurus avait les dents les plus longues en relation avec la taille de son crâne de n'importe quel prédateur dans la formation Morrison. Nous parlons de crocs qui étaient presque des lames énormes. Tandis que l'Allosaurus avait des couteaux à viande serrés pour couper, le Ceratosaurus avait des aiguilles hypodermiques conçues pour piquer profondément. Ainsi, voici le marché. Le Ceratosaurus vivait juste à côté de l'Allosaurus. En biologie, il y a une règle appelée partition de niche. Fondamentalement, cela signifie que deux super-prédateurs ne peuvent pas faire exactement la même chose, ou ils s'annihileront entre eux. Ainsi, tandis que l'Allosaurus patrouillait les plaines ouvertes, chassant les grands troupeaux, le Ceratosaurus réclamait les marécages et les forêts denses. Imaginez les États-Unis préhistoriques de nouveau, spécifiquement les zones humides de l'Utah et du Colorado. L'eau est trouble, pleine de dipneustes et de tortues. Les arbres sont des conifères épais qui bloquent le soleil. Ceci était le territoire du Ceratosaurus. Cet animal était construit avec une queue flexible, similaire à celle d'un crocodile. Certaines études récentes suggèrent qu'il était un prédateur d'embuscade semi-aquatique. Il attendrait dans l'eau, juste sous la surface, et se lancerait contre n'importe quoi qui viendrait boire. Mais voici le détail. Nous avons trouvé des os de Ceratosaurus qui racontent une histoire brutale. Dans la carrière Dry Mesa au Colorado,
les fossiles montrent des signes d'une lutte intense. Ces animaux étaient en train de se battre constamment, pas seulement chassant mais se querellant. Ils devaient le faire, parce que s'ils sortaient de la ligne, l'Allosaurus les éliminerait. Mais il y avait une menace encore plus grande rôdant dans les ombres. Un monstre si grand que durant longtemps, les paléontologues ne pensèrent même pas qu'il fût réel. Le Ceratosaurus était terrifiant, mais il était juste un en-cas pour le vrai champion de poids lourd. Cependant, rôdant dans les ombres, il y avait un roi auquel même l'Allosaurus craignait. Le Torvosaurus, souvent appelé le roi des ombres. Tout le monde pense que le T-Rex fut le premier géant. Mais des millions d'années avant que le T-Rex ne fût même une idée, le Torvosaurus taneri marchait par les États-Unis comme s'il était le propriétaire de l'endroit. Et franchement, il l'était. Le nom signifie littéralement « lézard sauvage ». Et c'est peu dire. Trouvé au Colorado et au Wyoming, cette chose était un tank. Tandis que l'Allosaurus atteignait un maximum d'environ 30 pieds, le Torvosaurus pouvait croître jusqu'à plus de 36 pieds de long et peser presque 5 tonnes. Dans le Jurassique, la taille était tout. Il était le Giganotosaurus de son temps. Son crâne était massif, beaucoup plus épais et lourd que celui de l'Allosaurus. Ses dents étaient des pointes épaisses, non des lames minces. Ceci suggère qu'il n'était pas seulement en train de déchirer la chair, il broyait l'os. Alors pourquoi n'entendons-nous pas plus parler de lui? Parce qu'il était rare. Dans le registre fossile, pour chaque Torvosaurus que nous trouvons 10 Allosaurus. Ceci indique qu'il était le prédateur de niveau supérieur. L'écosystème pouvait seulement supporter quelques-uns d'entre eux parce qu'ils mangeaient beaucoup. Mais quand nous les trouvons, la preuve est glaçante. Dans la carrière Dry Mesa, nous trouvons un squelette de Torvosaurus mélangé avec les restes de sauropodes massifs. Les os nous disent que cet animal avait des bras. Pas les bras minuscules et inutiles d'un T-Rex. Le Torvosaurus avait des avant-bras massifs et musclés terminés par 3 griffes énormes. Fondamentalement, il pouvait vous attraper. Imaginez un lézard de 5 tonnes qui peut mordre votre voiture et aussi vous attraper avec des crochets de la taille de lames de boucher. C'est le Torvosaurus. Il y a un fossile fameux, un pelvis d'un mangeur de plantes massif qui a des marques de morsure. L'espacement des dents coïncide parfaitement avec le Torvosaurus. La profondeur des sillons suggère que le prédateur a mordu et a traîné l'os, déchirant des ligaments massifs. Ceci ne fut pas une chasse propre. Ce fut une attaque féroce. L'existence du Torvosaurus change comment nous voyons les États-Unis préhistoriques. Ce n'était pas seulement un champ de bataille, c'était une hiérarchie de brutes. Le Ceratosaurus intimidait les petits, l'Allosaurus intimidait les troupeaux. Et le Torvosaurus, il intimidait tout le monde, mais n'oublions pas les victimes dans cette histoire. Parce que dans les États-Unis du Jurassique, même les géants gentils étaient armés jusqu'aux dents. Les mangeurs de plantes n'étaient pas des victimes, ils étaient des forteresses marchandes attendant pour contre-attaquer. Un trou dans l'aine du prédateur. Les herbivores n'étaient pas des victimes sans défense, ils se vengeaient avec le Thagomizer chaque fois que le Stégosaurus était impliqué. Vous avez vu le Stégosaurus dans des livres à colorier. Il paraît lent, stupide et pacifique. Oui, à ce sujet. Le Stégosaurus était en réalité l'un des animaux les plus dangereux à côté desquels vous pourriez être. Tout d'abord, parlons de ses plaques sur son dos. Durant longtemps, les gens ont pensé qu'elles étaient une armure. Mais elles sont pleines de vaisseaux sanguins. Si un Stégosaurus se fâchait, il pouvait pomper du sang vers ses plaques, les rendant de couleur rouge brillant. Imaginez un lézard de la taille d'un autobus allumant soudainement des signaux d'avertissement de couleur rouge néon vers vous. Mais l'arme réelle était la queue. Les scientifiques appellent les 4 pointes au bout de la queue le Thagomizer. C'est un nom amusant, mais le dommage qu'il causait était sérieux. Dans la formation Morrison, nous trouvons un os de vertèbre, spécifiquement un os de la queue d'un Allosaurus. Et juste au milieu de l'os, il y a un trou. Une blessure ponctuelle circulaire parfaite. Les paléontologues ont emboîté une pointe de Stégosaurus dans ce trou. C'était une coïncidence parfaite. Reconstruisons cette scène de crime. Un Allosaurus a tenté de s'approcher furtivement d'un Stégosaurus. L'herbivore n'a pas couru. Il a pivoté. Il a balancé cette queue avec la force d'un choc de voiture. La pointe a traversé la peau du prédateur, a traversé le muscle et a perforé un trou directement dans l'os. Cet Allosaurus n'est pas mort immédiatement. L'os montre des signes de guérison. Cela signifie que le prédateur s'est éloigné en boitant en agonie,
avec une infection massive, et a vécu avec cette douleur durant des semaines ou des mois. Et écoutez ceci. Le Stégosaurus avait un cerveau de la taille d'une noix. Il n'était pas en train de réfléchir. Il était en train de réagir par pur instinct. C'était un tank biologique programmé pour détruire n'importe quoi qui s'approchait trop. Ensuite, vous avez les sauropodes, les coups longs comme Diplodocus et Apatosaurus. Nous avions l'habitude de penser qu'ils étaient des vaches gentilles. Erreur. Leurs queues étaient fondamentalement des fouets. Les modèles d'ordinateurs suggèrent que les pointes de leur queue pouvaient se mouvoir à des vitesses supersoniques. Ils pouvaient littéralement rompre la barrière du son. Crac! Si cette queue frappait un prédateur, elle ne laisserait pas seulement une ecchymose. Elle fracasserait des côtes. Elle liquéfierait les organes internes. Ces meutes de coups longs marchaient à travers l'Utah et le Wyoming, laissant la terre pelée. C'étaient des désastres environnementaux sur pattes. Et si un prédateur était suffisamment stupide pour attaquer un adulte sain, il finissait habituellement déchiqueté. Mais pas tous les prédateurs avaient la chance de s'éloigner. Le registre fossile est plein d'histoires qui se terminent par une mort lente et agonisante. Un squelette spécifique raconte l'histoire la plus triste et brutale de tout le Jurassique. Rien n'illustre mieux la brutalité de cette ère que la tragédie de Bigal, l'Allosaurus, qui a vécu en constante agonie. En 1991, près de Shell, Wyoming, une équipe a trouvé le squelette d'un Allosaurus adolescent. Ils l'ont appelé Bigal. Bigal est fameux parce qu'il est complet à presque 95%, mais il est aussi fameux parce que ses os sont un journal de torture. Cet animal n'est pas seulement mort, il a souffert chaque jour de sa courte vie. Quand les scientifiques ont mis Bigal sous le microscope, ils ont trouvé 19 lésions séparées. Ses côtes étaient cassées et avaient guéri de travers. Ceci signifie qu'à un certain moment, il a reçu un coup massif dans la poitrine, probablement d'une queue de Stégosaurus ou d'un coup de pied de sauropode. Il a survécu, mais respirer a dû être douloureux. Il avait des infections dans ses bras, mais la lésion qu'il a éliminée était dans son pied. L'un de ses orteils du milieu était massivement enflé. L'os ressemble à un chou-fleur. C'était une infection osseuse profonde et furieuse. Voici le scénario probable. Bigal était en train de chasser. Il a mal posé le pied, ou peut-être qu'on l'a piétiné. L'orteil s'est rompu. La peau s'est déchirée. Les bactéries de la boue préhistorique sont entrées dans la blessure. L'infection s'est étendue. Dans la nature, si vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas chasser. Si vous ne pouvez pas chasser, vous mourrez de faim. Bigal a passé les dernières semaines de sa vie en boitant par le Wyoming, mourant de faim, brûlant de fièvre. Éventuellement, il s'est effondré dans le lit d'une rivière sèche. Les charognards l'ont nettoyé et le sable l'a enterré. Ceci est la réalité des États-Unis préhistoriques. Ce n'étaient pas des batailles glorieuses. C'était l'infection. C'était la faim. C'était se rompre un orteil et mourir d'une mort lente et misérable, tandis que des prédateurs plus petits observaient et attendaient que vous arrêtiez de bouger. Les os de Bigal sont un rappel que cette ère était implacable. Il n'y avait pas de seconde chance. Et l'environnement lui-même était en train de tenter de vous éliminer aussi. La formation Morrison avait une saison humide et une saison sèche. Durant la saison sèche, les points d'eau se convertissaient en pièges mortels. Les animaux restaient coincés dans la boue. Les prédateurs entraient pour les manger et restaient coincés aussi. Nous avons trouvé des sites appelés pièges de prédateurs, où des douzaines d'animaux sont empilés les uns sur les autres, préservés au moment exact où ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Mais à mesure que la période jurassique arrivait à sa fin, le monde a commencé à changer. Les grands géants pesants étaient sur le point de se confronter à un nouveau type d'ennemi. Une version plus rapide, plus intelligente et plus létale du dinosaure. Les géants étaient en train de s'évanouir, mais l'ère du raptor commençait à peine. À mesure que l'ère changeait, nous nous déplaçons vers la formation Cedar Mountain pour connaître un nouveau type de cauchemar connu comme l'Utahraptor. Le Jurassique s'est terminé il y a environ 145 millions d'années. Nous nous déplaçons au Crétacé inférieur. La localisation demeure l'Ouest américain, mais la distribution de personnages change. Les poids lourds comme Stégosaurus et Allosaurus disparaissent. À leur place, une nouvelle menace évolue dans les roches de la formation Cedar Mountain en Utah. Entre les Dromaeosauridés, vous les connaissez comme raptors. Les films ont rendu fameux les raptors, mais ils les ont fait trop grands ou trop écailleux. Mais voici la partie folle.
Le raptor réel trouvé en Utah était en réalité plus grand et terrifiant que ceux des films. Connaissez l'Utahraptor ostromaisi. Ceci n'était pas une fille maligne, ceci était un assassin de la taille d'un ours. Un Utahraptor adulte mesurait 23 pieds de long et pesait plus de 1000 livres. C'est la taille d'un ours polaire. Mais à la différence d'un ours, cette chose était construite pour l'agilité. La caractéristique définissante de l'Utahraptor et de tous les raptors était le second orteil du pied. Il soutenait une griffe massive en forme de faucille. Chez l'Utahraptor, cette griffe mesurait 9 pouces de long. Levez votre main. Cette griffe est plus longue que votre main. Durant des années, les scientifiques ont discuté sur comment ils l'utilisaient. Coupait-il? Éventrait-il? La recherche la plus récente suggère quelque chose d'encore plus inquiétant. Il l'utilisait comme un crochet de saisie et un outil de perforation. L'Utahraptor sautait sur le côté d'un animal de proie massif comme un iguanodon ou un sauropode jeune. Il clouait ses crochets de 9 pouces dans la chair pour s'ancrer. Puis, il utilisait ses mâchoires pour commencer à manger l'animal, tandis qu'il était encore vivant. Fondamentalement, ils chevauchaient leur proie jusqu'à la mort. Dans une carrière dans l'est de l'Utah, les scientifiques ont trouvé un bloc de grès de 9 tonnes. À l'intérieur, il était plein de squelettes d'Utahraptor. Un bébé, quelques juvéniles et un adulte. Tous étaient préservés ensemble. Ceci suggère qu'ils chassaient en meute. Imaginez marcher par les broussailles du Crétacé en Utah. Vous n'entendez pas de pas lourds comme ceux d'un T-Rex. Vous n'entendez rien. Alors, soudainement, un prédateur de 1000 livres se lance depuis les arbustes, suivi par 3 de plus. Ils étaient intelligents, ils étaient rapides, et ils étaient fortement armés. L'Utahraptor représente le sommet de l'évolution des dinosaures dans les États-Unis du Crétacé inférieur. Ils étaient les machines de chasse parfaites. Mais la nature n'avait pas terminé encore. Le monstre le plus grand, mauvais et fameux de tous, était encore à des millions d'années de distance. Le Crétacé était sur le point d'entrer dans son chapitre final et plus sanglant. Les raptors étaient létaux, mais le roi définitif était en train de se préparer pour prendre son trône. Mais l'horreur ne se limitait pas à la terre. Il y eut un temps où le Kansas était un océan mortel connu comme la voie maritime intérieure occidentale. Ainsi, nous avons couvert la terre. Nous avons vu les broyeurs du Jurassique et les raptors du Crétacé inférieur. Mais voici le détail. Durant le Crétacé moyen à tardif, il y a approximativement 100 à 66 millions d'années, une partie massive des États-Unis n'existait même pas. Si vous étiez au milieu du Kansas, du Nebraska ou des Dakota en ce temps-là, vous ne seriez pas debout sur de l'herbe. Vous seriez en train de vous noyer. Une masse d'eau massive appelée la voie maritime intérieure occidentale divisait le continent d'Amérique du Nord en 2 îles, l'Aramidia à l'ouest et Appalachia à l'est. Ceci n'était pas une lagune pacifique. Ceci était un océan tropical chaud et peu profond qui s'étendait sur plus de 600 milles de large et 2000 milles de long. Fondamentalement, c'était un aquarium de requins de la taille d'un pays. La preuve est indéniable. Aujourd'hui, dans les terres mauvaises, sèches et poussiéreuses du Kansas, nous trouvons la craie de Niobrara. Ceci est une formation géologique faite entièrement des coquilles broyées de créatures marines microscopiques. Mais enterrés dans cette craie sont les squelettes des monstres aquatiques les plus terrifiants qui aient jamais nagé. L'eau était trouble, la visibilité était basse, et la compétition pour la nourriture était si intense que tout dans cet océan a évolué pour être un hypercarnivore. La plupart des gens assument que l'océan était plus sûr que la Terre, parce qu'il n'y avait pas de T-Rex nageant par là. Oui, à ce sujet. Les choses qui nageaient dans la voie maritime intérieure occidentale faisaient que le T-Rex paraissait un Golden Retriever. Sur Terre, vous pouviez vous cacher dans une grotte ou grimper à un arbre. Dans cet océan, il n'y avait nulle part où se cacher. Le danger venait d'en bas, d'en haut et de tous les côtés. Nous ne parlons pas de quelques poissons grands. Nous parlons d'un écosystème où avoir 15 pieds de long signifiait que vous étiez un appât. Le registre fossile de cette zone, spécifiquement la craie de Smoky Hill au Kansas, nous donne un instantané parfait de cet enfer sous-marin. Et l'un des fossiles les plus communs que nous trouvons n'est pas un reptile. C'est un poisson qui paraît être sorti directement d'un film d'horreur. Vous pourriez avoir peur des requins, mais ce poisson était un bulldog nageur. 20 pieds de mauvaise attitude. Dans ces eaux rôdait le poisson bulldog, un glouton connu comme Xifactinus. Connaissez le Xifactinus audax. Celui-ci était la terreur des mers du Crétacé.
Imaginez un tarpon ou un harengue, mais augmentez son échelle jusqu'à ce qu'il ait presque 20 pieds de longueur. C'est la taille d'une fourgonnette de déménagement. Il avait une mâchoire massive et vers le haut qui lui donnait un froncement de sourcils permanent et fâché, lui gagnant le surnom de « le poisson bulldog ». Mais il n'était pas seulement laid. Il était rapide. Les modèles d'ordinateur de la forme de son corps suggèrent qu'il pouvait accélérer comme une torpille, atteignant des vitesses de presque 40 000 par heure pour percuter sa proie. Ses dents n'étaient pas conçues pour mâcher. C'étaient des pointes longues, comme des aiguilles, qui s'entrelacent quand il fermait la bouche. Une fois qu'il vous attrapait, vous n'alliez pas sortir. Mais voici la partie la plus folle. Le Xifactinus avait un problème sérieux. Il était un glouton. Il ne mâchait pas sa nourriture. Il utilisait une attaque de style aspirateur pour ouvrir sa bouche de part en part et avaler ses victimes entières. Nous savons ceci avec certitude dû à l'un des fossiles les plus fameux du monde, trouvé dans le comté de Gove, Kansas. Il s'appelle le poisson dans un poisson. C'est un squelette de Xifactinus de 13 pieds. Et à l'intérieur de sa cage thoracique, parfaitement préservée, il y a un poisson de 6 pieds de long appelé Gylicus. Le Gylicus est entier. Il n'est pas en morceaux. Ceci signifie que le Xifactinus a vu un poisson de la taille d'un humain, l'a poursuivi et l'a avalé d'une seule bouchée. Mais voici le truc. Le repas était trop grand. Le Gylicus s'est probablement tortillé à l'intérieur de l'estomac, rompant un organe, ou la simple taille de celui-ci a fait éclater l'estomac du prédateur. Le Xifactinus est mort presque immédiatement après son repas. Il a coulé jusqu'au fond, gonflé et mort, et fut enterré dans la boue. Ceci arrivait constamment. Ces poissons étaient si agressifs qu'ils mangeaient littéralement jusqu'à mourir. Mais le Xifactinus n'était même pas au sommet de la chaîne alimentaire. Il était juste un joueur de niveau moyen. Si le Xifactinus était la brute imprudente de l'océan, la créature suivante était le chef du crime organisé. Les eaux du Kansas étaient patrouillées par un requin qui croissait jusqu'à presque 25 pieds de long. Un requin qui traitait le poisson bulldog comme un jouet pour mâcher. Connaissez le requin Ginsu, la machine à trancher des profondeurs anciennes. Cependant, même ce monstre devait craindre le requin Ginsu, connu scientifiquement comme Cretoxyrina. Le grand requin blanc est terrifiant. Mais le Cretoxyrina mantelli était pire. Les paléontologues l'appellent le requin Ginsu. Si vous vous rappelez les vieilles publicités de couteaux, le couteau Ginsu pouvait couper n'importe quoi. C'est exactement ce que les dents de ce requin étaient conçues pour faire. La plupart des dents de requin sont serrées pour scier. Les dents de Cretoxyrina étaient différentes. Elles étaient lisses, courbes et incroyablement aiguisées, couvertes par une épaisse couche d'émail. Elles étaient conçues pour trancher à travers la peau épaisse et l'os proprement, sans rester coincé. Ce monstre croissait jusqu'aux 24 pieds de long. Cela est significativement plus grand que le grand blanc moderne le plus grand, et il chassait de tout. Nous avons trouvé des os de Xifactinus avec des marques de morsure de Cretoxyrina, mais il ne s'arrêtait pas aux poissons. En 2005, les chercheurs ont trouvé des vertèbres d'un hadrosaure, un dinosaure à bec de canard, au Kansas. Rappelez-vous, ceci est le milieu de l'océan. Le dinosaure avait probablement été emporté vers la mer ou est mort près du rivage. Les os étaient couverts de coupures profondes et de dents de requin incrustées. Le Cretoxyrina n'était pas seulement en train de charogner. Les patrons de morsure montrent une alimentation agressive. Ils étaient en train de déchiqueter le cadavre. Encore plus terrifiant, nous avons trouvé des plaques d'armure d'ankylosaures pesants avec des morsures de requin. Ce requin avait une force de morsure suffisamment forte pour rompre le blindage cuirassé. Mais la preuve la plus impactante vient de la craie de Niobrara de nouveau. Nous avons trouvé les os de reptiles marins massifs mosasaures qui furent coupés par la moitié. Attendez, un requin mangeant un mosasaure? Oui, les mosasaures jeunes étaient au menu. Le Cretoxyrina était un prédateur d'embuscade. Il attaquait depuis le bas, frappant le reptile avec des milliers de livres de force, coupant la colonne vertébrale instantanément. Fondamentalement, la voie maritime intérieure occidentale était une zone de guerre. Les poissons mangeaient les poissons plus petits, les requins mangeaient les poissons grands, mais éventuellement, la nature a produit un reptile qui mangeait les requins. Celui-ci était le véritable empereur de l'océan Crétacé. Une créature si dominante qu'elle a forcé les requins à changer toute leur stratégie évolutive juste pour survivre. Le requin était létal, mais le mosasaure était le cauchemar définitif. Au-dessus de tous eux régnait le T-Rex des profondeurs, le Tylosaurus.
Si vous avez vu le film où le reptile géant saute de l'eau pour manger le requin, vous savez ce qu'est un mosasaure. Mais la réalité est encore plus inquiétante que le film. L'espèce dominante dans la voie maritime des États-Unis était le Tylosaurus. Ceci n'était pas un dinosaure. C'était un lézard marin géant, étroitement relié aux lézards moniteurs modernes et aux serpents. Mais imaginez un lézard moniteur qui mesure 45 pieds de long et pèse 15 tonnes. Le Tylosaurus prorigé était le roi indiscuté de l'écosystème de Niobrara. Seulement son crâne mesurait plus de 5 pieds de long. Il avait une arme qui rendait impossible de s'échapper. Ouvrez la bouche d'un Tylosaurus et vous verrez la rangée normale de dents. Mais regardez de plus près. Sur le plafond de la bouche, il y a une seconde rangée de dents appelées dents ptérygoïdiennes. Ces dents étaient courbées vers l'arrière comme des crochets. Quand le Tylosaurus attrapait une proie, que ce fût un requin, un oiseau ou un autre mosasaure, ses crochets faisaient avancer la victime vers sa gorge. Une fois que vous étiez dans la bouche, physiquement vous ne pouviez pas reculer. Nous savons ce qu'ils mangeaient parce que, de nouveau, nous trouvons le contenu de leurs estomacs. Un fossile de Tylosaurus trouvé au Dakota du Sud contenait les restes d'un oiseau plongeur, Hesperornis, un poisson osseux, un requin et un mosasaure plus petit. Ils étaient cannibales. Ils étaient hautement territoriaux. Si un Tylosaurus plus petit entrait dans le territoire d'un plus grand, il était le déjeuner. Son style de chasse était terrifiant. Ils avaient une queue massive et musclée qui agissait comme une hélice. Ils se terraient dans l'eau sombre et trouble et ensuite lançaient une attaque de charge à haute vitesse. Leur museau était renforcé avec de l'os solide. Les scientifiques croient qu'ils pouvaient percuter la proie comme un bélier pour l'étourdir avant de mordre. Imaginez flotter dans l'océan, et soudainement une torpille vivante de 15 tonnes vous frappe à 30 000 par heure. Vos côtes se fracasseraient avant que vous ne sentiez même les dents. Durant des millions d'années, le Tylosaurus a maintenu sous contrôle la population de tout le reste. Il était le contrôle de population définitif. Mais tandis que l'océan était un bain de sang, la Terre était en train d'expérimenter un changement massif. Le roi était sur le point d'arriver. Mais avant qu'apparaisse le fameux T-Rex, il y eut d'autres tyrans. Plus petits, plus rapides et possiblement tout aussi vicieux. Nous avons besoin de revenir au rivage, spécifiquement aux côtes de ce qui est maintenant l'Utah et l'Oklahoma. L'océan était l'enfer, mais un nouveau terreur était en train de surgir sur la côte. De retour sur la côte, le lézard à épines hautes, connu comme Acrocanthosaurus, traquait sa proie. Tandis que les mosasaures gouvernèrent l'eau, les côtes du sud des États-Unis étaient dominées par un type différent de monstre. Avant que le T-Rex ne prît le contrôle, le chef du sud était l'Acrocanthosaurus. Ce nom signifie lézard à épines hautes. Il a reçu ce nom dû à la crête massive de muscles et d'os qui parcourait son cou et son dos. Il paraissait un culturiste. Trouvé en Oklahoma, au Texas et en Arkansas, l'Acrocanthosaurus mesurait environ 38 pieds de long. Il était presque aussi grand qu'un T-Rex, mais construit de manière différente. Il avait des bras longs et puissants, avec 3 griffes crochues. Cet animal était un lutteur. La preuve la plus fameuse de sa brutalité est taillée en pierre à Glen Rose, Texas, dans la rivière Paluxy. Ici, quand le lit de la rivière est sec, on peut voir 2 ensembles d'empreintes. Un ensemble appartient à un sauropode massif, un dinosaure de cou long appelé Sauroposeidon. L'autre ensemble appartient à un Acrocanthosaurus. Les empreintes du prédateur sont juste au-dessus des empreintes de la proie. Ceci est une scène de crime préhistorique. Les empreintes montrent que l'Acrocanthosaurus était en train de traquer le troupeau. Puis, en un point, les empreintes du prédateur disparaissent du sol et réapparaissent quelques pas après. Pourquoi? Parce qu'il a sauté. Il s'est accroché aux côtés du Sauroposeidon de 60 tonnes. Il était suspendu, clouant ses griffes dans le flanc du géant, mordant et coupant. Les empreintes montrent le Sauroposeidon trébuchant, changeant son poids tandis qu'il tentait de secouer l'attaquant. C'est une scène de poursuite littérale congelée dans le temps durant 110 millions d'années. L'Acrocanthosaurus était un chasseur d'endurance. Il saignait sa proie. Il n'avait pas besoin de broyer l'os. Il avait seulement besoin d'infliger suffisamment de blessures pour que le géant s'effondre par la perte de sang. Mais le règne de l'Acrocanthosaurus ne dura pas pour toujours. Le climat a changé. La voie maritime a fluctué. Et un nouveau lignage de prédateurs a commencé à migrer vers l'Amérique du Nord depuis l'Asie. Ceux-ci étaient les tyrannosaures, mais ils n'étaient pas encore des géants. Ils ont commencé petits,
Mais dans la partie sud de l'Aramidia, ce qui est maintenant l'Utah, ils ont commencé à croître. En 2013, les scientifiques ont annoncé la découverte d'un nouveau dinosaure dans le monument national Grand Staircase Escalante en Utah. Cette créature est l'ancêtre direct du cauchemar que nous connaissons tous. Son nom signifie littéralement « roi du gore ». Connaissez le roi du gore, le grand-père du T-Rex. Les monstres de l'océan et les lézards à épines hautes étaient déjà assez mauvais, mais l'évolution était en train de préparer quelque chose de pire. Dans la partie 4, finalement nous connaissons le roi du gore et entrons dans la formation la plus fameuse de toutes, Hell Creek. Le T-Rex vient et il n'est pas seul. Vous ne voudrez pas perdre la fin de ce lignage. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et préparez-vous pour le prédateur définitif. L'évolution éventuellement a produit le roi du gore, un prototype de ce qui était sur le point de venir, connu comme l'Itronax. Nous sommes restés avec une avance sur un nouveau type de monstre trouvé dans les déserts hauts de l'Utah. Nous sommes dans la formation Kaiparowitz, qui date d'il y a environ 80 millions d'années. Ceci est le Crétacé tardif, mais c'est avant qu'existât le T-Rex. Le gouvernant de cette terre était le Litronax argeste. Les scientifiques n'ont pas choisi un nom génial au hasard. Le nom se traduit littéralement comme « roi du gore ». Pourquoi un nom si violent? Parce que la preuve fossile montre que cet animal était le plan pour la machine prédatrice définitive. Avant le Litronax, les parents du T-Rex avaient des museaux plus étroits et paraissaient des chasseurs plus agiles. Le Litronax a changé le jeu. Il avait une partie postérieure du crâne large et un museau court et étroit. Cette structure est cruciale. Signifie que ses yeux regardèrent vers l'avant, non vers les côtés. Fondamentalement, le Litronax avait une vision binoculaire. La plupart des dinosaures avaient une perception de profondeur terrible. Ils pouvaient vous voir, mais ils ne pouvaient pas dire exactement à quelle distance vous étiez. Le Litronax, oui, pouvait. Il pouvait juger la distance parfaitement. Ceci suggère qu'il était un prédateur d'embuscade qui planifiait ses attaques. Il mesurait environ 24 pieds de long et pesait presque 3 tonnes. Il n'était pas le tyran le plus grand de l'histoire, mais il était le plus lourd pour sa taille à ce moment-là. Il était construit comme un second. Les dents étaient épaisses et en forme de banane, conçues pour broyer l'os, non seulement pour trancher la chair. Ceci fut un changement évolutif important. Les prédateurs étaient en train de passer d'être des trancheurs, comme l'Allosaurus, à être des broyeurs. Le roi du gore errait par le continent île de l'Aramidia, l'ouest de l'Amérique du Nord. Il chassait des dinosaures à bec de canard et des dinosaures avec des cornes comme le Diabloceratops. Nous avons trouvé des crânes de ces herbivores avec des blessures ponctuelles massives qui coïncident avec la morsure du Litronax. Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée en Utah. L'arbre généalogique des tyrannosaures était en train de se ramifier, se déplaçant vers le nord, vers le Montana et le Canada. Et à mesure qu'ils se déplacèrent vers le nord, ils devenaient plus mauvais. Dans les terres mauvaises du Montana a surgi un nouveau tyran, un qui a l'un des registres fossiles les plus inquiétants de n'importe quel dinosaure. Non seulement il chassait d'autres espèces, il se chassait entre eux. Les disputes familiales sont devenues mortelles avec le mordeur de face connu comme Daspletosaurus. Connaissez le Daspletosaurus. Celui-ci est le cousin direct du T-Rex, vivant environ 10 millions d'années avant lui. Trouvé dans la formation Two Medicine au Montana et en Alberta, le Daspletosaurus mesurait environ 30 pieds de long. Mais la taille n'est pas l'histoire ici. L'histoire est le comportement. Les paléontologues ont analysé des douzaines de crânes de Daspletosaurus, et ils ont trouvé quelque chose de choquant. Un grand pourcentage d'entre eux a des marques de morsures sur la face. Celles-ci ne sont pas des morsures douces. Celles-ci sont des morsures à pleine force qui ont perforé l'os du museau et de la mâchoire, et les marques des dents coïncident avec d'autres Daspletosaurus. Ce phénomène s'appelle combat intraspécifique. Fondamentalement, ces animaux étaient en train de lutter constamment entre eux pour le territoire, les partenaires ou la nourriture. Ils se mordèrent les uns les autres à la face. Dans un cas fameux, un crâne de Daspletosaurus montre une marque de morsure guérie, ce qui signifie qu'il a survécu à la bagarre. Mais un autre spécimen n'a pas eu autant de chance. Dans un lit d'os en Alberta, les scientifiques ont trouvé un Daspletosaurus avec des marques de morsure qui ne montraient pas de signes de guérison. Et les marques étaient sur les côtes et le pelvis. Ceci signifie qu'après que l'animal est mort, un autre Daspletosaurus est venu et l'a mangé. Le cannibalisme était une stratégie de survie.
Mais voici le détail. Le Daspletosaurus n'était pas le seul superprédateur en ville. Il partageait le paysage avec un autre tyran appelé Gorgosaurus. Habituellement, deux superprédateurs ne peuvent pas coexister. Mais ici, ils se sont divisés le menu. Le Gorgosaurus était plus rapide et léger, raison pour laquelle il poursuivait probablement les rapides dinosaures à bec de canard. Le Daspletosaurus était le frappeur lourd, s'affrontant aux dinosaures à cornes cuirassées. C'était un délicat équilibre de terreur. Vous aviez les monstres rapides et les broyeurs lourds vivant dans le même code postal. Mais il y a environ 66 millions d'années, tous ces modèles intermédiaires ont disparu. Le climat a changé. La mer a reculé légèrement. Et le scénario était prêt pour l'environnement final et plus extrême de l'histoire préhistorique. Bienvenue à Hell Creek, le foyer du monstre définitif. Chroniques de Hell Creek. Maintenant, nous arrivons à la machine prédatrice parfaite dans les chroniques de Hell Creek, le Tyrannosaurus Rex. Nous sommes arrivés à la fin de la ligne. La formation Hell Creek n'est pas seulement un tas de roches, c'est une scène de crime congelée dans le temps. Cette couche géologique s'étend à travers les terres mauvaises du Montana, des Dakota et du Wyoming, représentant les derniers 2 millions d'années de l'ère des dinosaures avant que ne s'éteignent les lumières. L'environnement n'était pas une jungle, c'était un delta subtropical, enclin aux incendies de forêt et asphyxié par la cendre volcanique. Et le gouvernant de ce monde n'a pas besoin de présentation. Tyrannosaurus Rex. Mais, oubliez ce que vous croyez savoir par les films. Le T-Rex réel était beaucoup plus terrifiant que la version du cinéma parce que la physique de cet animal est presque incompréhensible. D'abord, parlons des capteurs. Nous ne sommes pas en train de deviner ici. Nous avons des tomographies informatisées de la cavité cérébrale du T-Rex qui révèlent la forme du tissu mou qui était là il y a 66 millions d'années. Les résultats sont terrifiants. Les bulbes olfactifs, la partie du cerveau dédiée à l'odorat, étaient massifs, occupant une portion plus grande du volume cérébral que chez n'importe quel autre dinosaure carnivore. Cet animal avait le meilleur sens de l'odorat dans l'histoire de la vie sur la Terre. Il est comparable à un vautour moderne, mais à l'échelle d'un autobus scolaire. Il pouvait sentir un cadavre ou vous depuis des milles de distance, suivant une trace d'odeur à travers la végétation dense, sans jamais voir l'objectif. Mais il ne vous sentait pas seulement, il vous voyait. Le vieux mythe que, si vous ne bougez pas, il ne peut pas vous voir, est un mensonge fatal. Le T-Rex avait des yeux de la taille de balles de softball et, à la différence de la plupart des dinosaures, ils regardèrent vers l'avant. Ceci lui donnait une vision binoculaire, ce qui signifie qu'il avait une perception de profondeur. Une étude du professeur Ken Stevens à l'université de l'Oregon a déterminé qu'un T-Rex avait une portée visuelle allant jusqu'à 6 km, ce qui est 13 fois meilleur que celle d'un humain. Il pouvait distinguer des détails dans des conditions de basse lumière mieux qu'un faucon. C'était un cauchemar nocturne qui pouvait vous traquer par l'odeur et vous voir dans l'obscurité avant que vous ne sachiez qu'il était là. Maintenant, parlons de l'arme. La mâchoire. Une étude en 2019 a recalculé la force de morsure d'un T-Rex utilisant des modèles informatisés tridimensionnels. Ils ont estimé qu'il pouvait délivrer 12 800 livres de force. Pour mettre cela en perspective, un lion mort avec environ 650 livres. Un crocodile d'eau salé, l'actuel possesseur du record mondial, atteint environ 3700. Une broyeuse de voitures hydrauliques utilise environ 2000 à 3000 livres pour écraser une berline. Le T-Rex mordait avec la force de son propre poids corporel, tombant sur un seul point. Le crâne était construit pour manipuler cette physique. La plupart des crânes de reptiles ont une certaine flexibilité pour élargir la mâchoire en mordant, mais le crâne du T-Rex était fusionné de forme solide. Les os nasaux étaient fusionnés pour créer une poutre rigide qui put supporter le choc de l'impact. Les dents étaient de la taille de banane, mais elles n'étaient pas seulement aiguisées, elles étaient épaisses. Elles étaient serrées comme des couteaux à viande sur les deux bords et renforcées avec de l'émail solide. Quand un T-Rex mordait un animal de proie, il ne déchirait pas seulement la chair comme un requin, il pulvérisait la structure. Il faisait exploser l'os. Ceci est un style d'alimentation spécifique appelé ostéophagie, ou manger des os. Nous trouvons de l'os pulvérisé dans l'excrément fossilisé connu comme coprolite du T-Rex. Un coprolite fameux trouvé en Saskatchewan mesure presque 2 pieds de long et contient 50% de fragments d'os. L'acide stomacal d'un T-Rex a dû être incroyablement corrosif,
plus fort que l'acide industriel, pour dissoudre la masse osseuse et extraire la moelle. Il ne laissait rien derrière. Il mangeait la proie, squelette et tout. Prenez le spécimen connu comme Stan. Trouvé dans les terres mauvaises du Dakota du Sud, il est l'un des squelettes de T-Rex les plus complets jamais découverts. Mais quand vous regardez de près les os, vous vous rendez compte que Stan a eu une vie difficile. Son crâne a un trou dans la partie postérieure qui mesure plus d'1 pouce de large. Il coïncide parfaitement avec la dent d'un autre T-Rex. Ceci n'était pas une marque de charognage. L'os montre des signes de guérison, ce qui signifie que Stan a lutté contre un autre T-Rex, a reçu une morsure à la tête et a survécu. Il avait 2 vertèbres dans son cou fusionnées, ce qui signifie qu'il s'est rompu le cou à un certain moment et a vécu pour le raconter. Il avait aussi une infection parasitaire dans sa mâchoire qui lui aurait causé une douleur constante. Stan était un lutteur qui a vécu dans un écosystème violent et de haut risque. Et ensuite il y a Scotty, le champion de poids lourd. Trouvé en Saskatchewan, juste au nord de la frontière avec les États-Unis, Scotty pesait un estimé de 19 500 livres. Cela fait presque 10 tonnes. Il est le prédateur terrestre le plus grand jamais découvert par la science. Ses os sont massifs, montrant une robustesse qui surpasse même le fameux spécimen Sioux. Scotty a vécu jusqu'aux 30 et quelques années, ce qui est incroyablement vieux pour un T-Rex. Son squelette raconte une histoire de survie. Il avait des côtes cassées qui ont guéri, une mâchoire infectée et une marque de morsure sur sa queue d'un autre prédateur. Cet animal était un tissu cicatriciel marchand. Mais un prédateur est seulement aussi dangereux que sa proie. Et le T-Rex n'était pas en train de chasser des brebis sans défense. Il était en train de chasser des tanks biologiques qui pouvaient l'éliminer avec un seul coup. Le T-Rex avait un rival, et ce rival avait 3 lances sur sa face. Ce prédateur s'affrontait à une forteresse de 3 cornes, qui était loin d'être une simple vache. C'était le Triceratops. Le Triceratops est souvent dépeint comme un animal gentil et herbivore dans les livres enfantins. Cela est un mensonge. Le Triceratops horridus était le bison du Crétacé, mais avec des stéroïdes et armé de lances. Ces animaux étaient partout. Dans la formation Hell Creek, le 40% de tous les fossiles de dinosaures trouvés sont des Triceratops. Ils étaient l'herbivore dominant, la principale source de nourriture pour le T-Rex et la proie la plus dangereuse de la planète. En manger un était un cauchemar logistique. Un Triceratops adulte pesait jusqu'à 12 tonnes, potentiellement plus lourd que le T-Rex lui-même. Il avait un crâne qui mesurait 8 pieds de long, l'un des crânes les plus grands de n'importe quel animal terrestre dans l'histoire. Et ses cornes. C'étaient des noyaux d'os solides, mais en vie, elles étaient couvertes par une gaine de kératine, le même matériel que vos ongles ou la corne d'un rhinocéros. Cette gaine aurait étendu significativement la longueur de la corne, les rendant plus aiguisées et longues que ce que suggèrent les fossiles. Les cornes du front pouvaient atteindre les 4 pieds de longueur. Celles-ci n'étaient pas des ornements, c'étaient des armes létales conçues pour perforer la cavité thoracique d'un prédateur. Nous avons des preuves explicites de batailles entre ces 2 titans. Dans un fossile fameux, on a trouvé une corne du front d'un Triceratops avec des marques de morsures profondes d'un T-Rex. Les dents s'étaient traînées le long de l'os, appliquant des milliers de livres de pression. Mais l'os montre des signes de guérison et de croissance. Ceci signifie que le Triceratops a lutté contre le T-Rex, a reçu une morsure à la face et s'est éloigné. Le T-Rex a échoué. Mais le T-Rex ne perdait pas toujours. Nous avons trouvé des collerettes de Triceratops, le bouclier géant sur le cou, avec des blessures ponctuelles qui n'ont pas guéri. L'analyse forensique suggère une stratégie brutale. Le T-Rex probablement saisissait la collerette, utilisant sa force de morsure de 12 000 livres pour faire levier et baisser la tête, exposant le cou pour un coup fatal. Encore plus inquiétant, nous avons trouvé des preuves de comment le T-Rex mangeait un Triceratops. Il y a des crânes de Triceratops trouvés avec la tête complètement séparée du corps et des marques de morsure sur la collerette du cou qui suggèrent que le T-Rex a utilisé la collerette pour arracher la tête du cadavre pour arriver aux riches muscles du cou. C'était un processus mécanique et affreux. Mais le fossile le plus controversé et étonnant est celui des dinosaures en duel. Trouvé au Montana, ceci est un bloc de fossiles qui contient un tyrannosaure et un Triceratops enterrés ensemble en un seul moment du temps. Le squelette du Triceratops est totalement articulé, ce qui signifie que les os sont tous connectés. Le prédateur est juste à côté.
Certains scientifiques croient qu'ils se sont détruits mutuellement dans une bagarre à mort et furent enterrés par un glissement de terrain ou une inondation soudaine avant que la bagarre ne pût se terminer. Le Tricératops dans ce spécimen a des dents du prédateur incrustées dans sa colonne vertébrale. Mais le prédateur est le sujet d'un débat massif. Ce n'est pas un T-Rex adulte, il est plus petit. Certains paléontologues affirment que c'est une espèce séparée appelée Nanotyrannus, un tyran pygmée. Mais la plupart des experts maintenant croient que le Nanotyrannus est juste un T-Rex adolescent. Ceci change tout. Cela signifie que le T-Rex occupait différentes niches écologiques à mesure qu'il croissait. Les adolescents étaient des coureurs rapides et agiles qui chassaient des proies plus petites ou s'unissaient pour harceler un Tricératops, tandis que les adultes étaient les broyeurs lourds. Ceci n'était pas un événement rare, c'était une lutte quotidienne pour la survie. Une étude statistique de crâne de Tricératops a montré que plus de 30% d'entre eux ont des dommages consistants avec le combat. Ils étaient en train de lutter contre des prédateurs et ils étaient en train de lutter entre eux pour la dominance. Leurs têtes étaient unies à leur corps avec une articulation massive de boules et cavités à la base du crâne. Ceci est crucial. Cela leur permettait de mouvoir leur tête avec une vitesse et une flexibilité incroyables. Ils étaient des escrimeurs. Ils pouvaient parer, estoquer et pivoter instantanément. Si vous étiez un T-Rex, vous deviez être parfait. Une erreur, un trébuchement, un glissement dans la boue, et ces cornes perforeraient vos poumons ou votre estomac. Une infection dans le Crétacé était une sentence de mort. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Une blessure sanglante d'un Tricératops signifiait une mort lente et douloureuse. Mais la physiologie du Tricératops garde encore plus de secrets. Durant des décennies, nous avons pensé qu'ils avaient une peau comme celle d'un éléphant ridée et grise. Mais de nouvelles impressions de peau trouvées au Wyoming montrent quelque chose de différent. Ils avaient de grandes écailles hexagonales et une certaine preuve suggère qu'ils pourraient avoir eu des structures similaires à des poils, ressemblant à des pointes, sur leur queue. Ils étaient complexes, cuirassés et peut-être colorés. Leurs becs étaient comme des becs de perroquet, mais d'os solides, capables de couper des branches aussi épaisses que votre bras. Si un T-Rex s'approchait trop du front, le bec seul pouvait rompre l'os d'une patte. La batterie dentaire du Tricératops était un chef-d'œuvre de l'ingénierie biologique. Ils avaient des centaines de dents empilées en colonnes. À mesure qu'une dent s'usait par le fait de mâcher des frondes de palmiers durs et des cycas, une nouvelle poussait vers le haut pour la remplacer. Ils avaient un mécanisme de coupe auto-affûtant qui agissait comme des ciseaux industriels. Ils ne broyaient pas leur nourriture, ils la tranchaient. Ceci leur permettait de traiter des quantités massives de végétation de basse qualité, alimentant leur corps de 12 tonnes. La collerette, ou bouclier du cou, a été débattue durant un siècle. Était-ce une armure? Était-ce pour la régulation de la température? Était-ce pour l'exhibition? La réponse est probablement toutes les précédentes. L'os de la collerette était épais, mais il était aussi vascularisé, rempli de vaisseaux sanguins. Ceci suggère que le Tricératops pouvait pomper du sang vers le bouclier pour changer sa couleur, émettant des éclairs rouges pour intimider un rival ou attirer un partenaire. Mais quand un T-Rex attaquait, ce bouclier était la seule chose qui protégeait les vertèbres du cou. Même si le T-Rex mordait à travers la collerette, cela donnait du temps au Tricératops pour pivoter et contre-attaquer. Nous devons aussi considérer l'intelligence de la proie. Bien qu'il ne fût pas aussi intelligent que le T-Rex, le Tricératops avait un cerveau spécialisé pour la défense instinctive. Il vivait probablement en meute. Nous avons trouvé des lits d'os qui contiennent de multiples Tricératops juvéniles, ce qui suggère que les jeunes demeuraient ensemble pour se protéger. Imaginez le défi pour un T-Rex, s'affronter à un mur de cornes, une phalange de bêtes fâchées de 12 tonnes protégeant leurs petits. Ceci requérait de la stratégie, non seulement de la force brute. Le T-Rex utilisait probablement des tactiques d'embuscade. Malgré sa taille, le T-Rex avait des coussinets sur ses pieds qui auraient amorti le son de ses pas. Il pouvait se mouvoir avec un secret surprenant à travers les forêts de séquoia et les marécages de Hell Creek. L'attaque serait une explosion de vitesse soudaine. Les études biomécaniques suggèrent qu'un T-Rex pouvait atteindre des vitesses de 15 à 25 000 par heure. Cela ne sonne pas rapide, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il est en train de mouvoir 10 tonnes de poids. L'élan serait imparable. L'objectif était de porter une morsure massive qui broya les os avant que le Tricératops ne pût tourner. Mais le Tricératops n'était pas le seul repas difficile au menu.
L'écosystème était plein de spécialistes défensifs. Il y avait un autre herbivore qui n'avait pas de cornes, mais avait une queue qui pouvait rompre une patte par la moitié comme une allumette. Le bec de canard Edmontosaurus n'était pas sans défense. C'était un géant avec une arme secrète. Et ensuite, il y avait l'Ankylosaurus, un tank vivant avec une armure si épaisse que même un T-Rex ne pouvait pas mordre à travers elle, armé d'un maillet sur la queue qui se balançait avec la force d'un boulet de canon. Pour survivre à Hell Creek, vous deviez être un monstre. La course aux armements évolutifs avait atteint son point culminant. Les prédateurs étaient en train de devenir plus grands, plus forts et plus intelligents, et les proies étaient en train de faire évoluer des armures plus épaisses et des armes plus létales. Ce fut une impasse de violence biologique qui dura 2 millions d'années, se terminant seulement quand un astéroïde s'est écrasé dans la péninsule du Yucatan et a tout effacé. Mais regardant les os de Stan, Su et les dinosaures en duel, nous obtenons un aperçu de ce monde perdu. Un monde où une simple erreur signifiait la mort. Un monde où le sol tremblait avec les pas des géants. Le T-Rex n'était pas un méchant. Il était une merveille de la nature, poussant les limites de ce qui est biologiquement possible pour un prédateur terrestre. Et le Triceratops était son digne opposant, la force imparable rencontrant l'objet inamovible. Vivant à côté d'eux, il y avait l'Edmontosaurus, le survivant définitif de cette course aux armements. Souvent ignoré dans les films, l'Edmontosaurus était le vrai géant de Hell Creek. Ceux-ci étaient les dinosaures à bec de canard, mais les appeler canards est une insulte. Un Edmontosaurus annectens adulte pouvait croître jusqu'aux 40 pieds de long et peser autant qu'un T-Rex. Il n'avait pas de cornes, il n'avait pas de plaque d'armure. Alors comment ont-ils survécu? Taille et dynamique de meute. Ils vivaient en groupes massifs, et ils n'étaient pas lents. Les études biomécaniques suggèrent qu'ils pouvaient courir sur 2 pattes quand ils se voyaient menacés, atteignant des vitesses qui laisseraient un humain derrière. Nous avons des preuves incroyables de leurs interactions avec le T-Rex. Dans la formation Hell Creek, les paléontologues ont trouvé les vertèbres de la queue d'un Edmontosaurus. 2 des vertèbres sont fusionnées en un renflement grossier d'os. À l'intérieur de ce renflement, une dent cassée d'un T-Rex. Reconstruisons la scène. Un T-Rex a poursuivi cet Edmontosaurus. Il s'est approché suffisamment pour mordre la queue. Les mâchoires se sont fermées, broyant l'os. L'Edmontosaurus est entré en panique, s'est tortillé et d'une certaine manière s'est libéré. La dent du T-Rex s'est cassée et est restée plantée dans la queue. L'Edmontosaurus a survécu. L'os a guéri autour de la dent et l'animal a vécu durant des années avec ce souvenir logé dans sa colonne vertébrale. Mais la découverte la plus étonnante est la momie Dakota. Trouvée au Dakota du Nord, ceci est un Edmontosaurus si bien préservé que nous pouvons voir la texture de sa peau, nous pouvons voir ses écailles, même nous pouvons voir la masse musculaire. Le scan de cette momie a révélé que l'Edmontosaurus était beaucoup plus musclé que ce que nous pensions. Il avait un muscle de la queue massif, le caudofemoralis, qui lui donnait une accélération puissante. C'était une course aux armements évolutifs. La proie est devenue plus grande et rapide, raison pour laquelle le T-Rex a dû se faire plus intelligent et fort. Et ensuite, il y avait le tank, Ankylosaurus. Ceci était la table de centre vivante, bas sur le sol, couvert d'ostéoderme, armure osseuse, et équipé d'un maillet sur la queue qui pesait autant qu'une boule de bowling, mais se balançait avec la force d'un maillet de construction. Nous avons trouvé des squelettes de T-Rex avec des tibias cassés. Il est très probable que ces lésions vinssent d'un coup bien placé du maillet d'un Ankylosaurus. L'écosystème de Hell Creek était une impasse. Chaque animal avait ses statistiques au maximum. La défense était impénétrable et l'offensive était imparable. Ce fut le climax de 180 millions d'années d'évolution. Mais juste quand cet écosystème a atteint son point culminant, quelque chose est apparu dans le ciel. Quelque chose dont il n'importait pas la force de morsure ou l'armure. L'horloge était en train de compter la dernière seconde de l'ère mésozoïque. Les monstres étaient occupés à lutter entre eux, mais le ciel était sur le point de s'incendier. Nous avons connu le roi, le tank et le survivant. Le scénario est prêt pour la plus grande catastrophe dans l'histoire de la planète. Que s'est-il passé exactement en ce jour final? Combien de temps ont mis les États-Unis pour brûler? Et qu'est-ce qui a survécu à l'apocalypse? Vous ne voudrez pas perdre la partie finale de cette série. Abonnez-vous maintenant, parce que la fin du monde vient dans la partie 5. Toute cette guerre biologique fut silenciée par la roche qui a tout changé, l'astéroïde. Nous avons parlé de dents, griffes et infections.
Mais le cauchemar définitif ne fut pas biologique. Il fut astronomique. Il y a 66 millions d'années, une roche de la taille du mont Everest se précipitait à travers l'espace. Elle se mouvait à 45 000 milles par heure. Cela fait 12 000 par seconde. Pour les dinosaures qui vivaient dans la formation Hell Creek, le T-Rex, le Triceratops, l'Edmontosaurus, c'était juste un mardi. Le soleil brillait, les fougères étaient vertes. Il n'y eut pas d'avertissement. Mais voici le détail. L'astéroïde n'a pas frappé n'importe où. Il a frappé au pire endroit possible de la planète. Il a impacté dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Aujourd'hui, celui-là est un lieu de vacances. En ce temps-là, c'était une mer peu profonde. Le sol sous cette eau était riche en soufre et en gypse. Si l'astéroïde avait frappé l'océan profond, l'eau aurait absorbé une partie de l'énergie. S'il avait frappé une chaîne montagneuse de granit, cela aurait été mauvais, mais peut-être survivable. Mais frapper cette plateforme peu profonde, riche en soufre, fut comme frapper un baril de poudre. Le site de l'impact s'appelle le cratère de Chicxulub. L'astéroïde a frappé dans un angle prononcé environ 60 degrés. Ceci est crucial. Cet angle a maximisé la quantité de débris lancés vers l'atmosphère supérieure. Au moment où il a touché l'eau, l'astéroïde ne s'est pas seulement écrasé, il s'est vaporisé. L'énergie libérée fut équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT. Cela fait des milliards de fois plus fort que la bombe lancée sur Hiroshima. Il a perforé un trou dans la croûte terrestre de 20 000 de profondeur et 110 000 de largeur. Dans les États-Unis, à environ 2000 milles de distance de la zone d'impact, le sol n'a pas tremblé immédiatement. La lumière voyage plus vite que les ondes sismiques. Ainsi, la première chose que vit le T-Rex au Montana fut un éclair de lumière sur l'horizon sud. Il était plus brillant que le soleil. Ce fut silencieux. Juste un dôme aveuglant de lumière blanche s'expandant dans le ciel. Mais le silence ne dure pas longtemps. L'éclair fut juste l'avertissement. Le sol était sur le point de se convertir en liquide. Les conséquences immédiates sont préservées parfaitement dans la scène de crime de Tanis au Dakota du Nord. Durant des décennies, les paléontologues ont su que l'astéroïde a frappé, mais ils n'avaient pas une preuve irréfutable qui montrât exactement ce qui s'est passé en ce jour spécifique dans les États-Unis, jusqu'à récemment. Dans les terres mauvaises du Dakota du Nord, un site appelé Tanis a réécrit les livres d'histoire. Ceci n'est pas seulement un lit de fossiles. C'est une fosse commune de l'heure exacte où le monde s'est terminé. Le site était l'embouchure d'un ancien fleuve qui alimentait la voie maritime intérieure occidentale. Dans le jour de l'impact, la vie là était normale. Nous trouvons des poissons spatules et des esturgeons nageant dans le fleuve. Mais ensuite, la physique de l'impact a pris le contrôle. L'astéroïde a frappé le Mexique avec une telle force qu'il a déclenché des tremblements de terre massifs magnitude 10 ou 11. Ces séismes ont ondulé à travers la croûte terrestre. Quand ces ondes sismiques ont frappé l'eau au Dakota du Nord, elles ont créé ce qu'on appelle des ondes de Seiche. Fondamentalement, l'eau dans le fleuve a commencé à s'agiter violemment d'un côté à l'autre, comme l'eau dans une baignoire durant un tremblement de terre. Nous parlons de parois d'eau de 30 pieds de hauteur surgissant en amont du fleuve, défiant la gravité. Les poissons furent lancés comme du linge dans une machine à laver. Mais cela ne fut pas la partie étrange. L'impact de l'astéroïde a vaporisé des tonnes de roches et les a envoyées dans l'espace. Dans le vide de l'espace, cette roche fondue s'est refroidie en petites perles de verre appelées tectites ou sphérules. Ensuite, la gravité les a attirées de nouveau vers le bas. Des millions de ces petites balles de verre ont commencé à pleuvoir sur le Dakota du Nord. Elles étaient au rouge vif. Sur le site de Tanis, nous trouvons les fossiles de poissons spatules. Et quand les scientifiques ont regardé leurs branchies sous un microscope, ils ont trouvé quelque chose d'impossible. Les branchies étaient pleines de ces sphérules de verre. Ceci signifie que les poissons étaient vivants, nageant et respirant les débris qui tombèrent de l'espace tandis que l'eau s'agitait autour d'eux. Ils ont inhalé la pluie radioactive de l'astéroïde. Et ensuite, la seconde vague d'eau les a enterrés dans la boue. Ils sont restés bloqués à leur place instantanément. Nous trouvons une tortue empalée par une branche de bois. Nous trouvons la hanche d'un tricératops. Même nous trouvons la patte d'un dinosaure appelé Tesselosaurus. La patte est complète, avec de la peau encore sur elle. Mais elle n'a pas été arrachée à coups de dents. Elle fut arrachée par la force. La force pure de l'augmentation de l'eau a déchiqueté l'animal. Ce site prouve que la destruction dans les États-Unis fut immédiate. Ce ne fut pas un déclin lent. Ce fut un chaos instantané. Mais l'eau fut juste le commencement. Le vrai horreur est venu du ciel. La pluie de verre était gênante, mais l'atmosphère était sur le point de se convertir en un four.
Nulle part où se cacher. Après l'impact cinétique initial, la physique de la planète est passée d'être un événement de collision à un cauchemar thermodynamique. Nous ne parlons pas d'une simple augmentation de température. Nous parlons d'une impulsion infrarouge qui a converti toute l'atmosphère en un four de convection globale. Quand l'astéroïde a frappé le Yucatan, il ne s'est pas seulement enterré dans la croûte, il a excavé un trou de 20 milles de profondeur et a lancé approximativement 25 000 miles cubiques de roches, verre et débris du manteau dans des trajectoires suborbitales. C'est ici que les mathématiques deviennent terrifiantes. Des millions de fragments individuels d'éjecta qui variaient depuis la taille d'un grain de sable jusqu'à la taille d'un autobus urbain furent lancés dans le vide de l'espace. Mais la gravité est implacable. Aux 40 minutes de l'impact, tous ces débris ont commencé à retomber sur la Terre. À mesure que ces billions de tonnes de sphérules réentraient dans l'atmosphère, elles voyageaient à des vitesses hypersoniques, approximativement de 10 à 15 000 miles par heure. La friction est quelque chose de désagréable à ces vitesses. Chaque pièce de roche compressait l'air devant elle, générant une chaleur par friction intense. Un météore est une étoile filante. Un billion de météores est un plafond de feu. Les scientifiques appellent ceci l'impulsion infrarouge. Fondamentalement, le ciel lui-même s'est converti en un filament de tungstène. Durant plusieurs heures, tout le dôme de l'atmosphère a brillé avec l'intensité d'une résistance de grille. Des modèles climatiques sophistiqués et la physique thermique suggèrent que l'énergie cinétique des débris qui réentraient s'est convertie directement en radiation thermique. La température de la surface dans les États-Unis continentaux, qui était directement dans la ligne de feu du champ de débris le plus lourd, n'a pas seulement chauffé. Les estimations suggèrent que la température de l'air ambiant s'est envolée à presque 500 ou même 600 degrés Fahrenheit. Imaginez ouvrir un four à pizza industriel et vous tenir debout à l'intérieur de lui. Maintenant, imaginez que ce four est de la taille de l'Amérique du Nord. Cette chaleur n'a pas duré des jours si elle l'avait fait. Les océans se seraient évaporés, mais elle a duré plusieurs heures. Et en biologie, les heures sont une éternité. Le papier brûle à 450 et 1 degré. Le bois sec brûle approximativement à la même chose. Le résultat fut la combustion spontanée à échelle continentale. Les forêts des États-Unis du Crétacé n'ont pas seulement pris feu, elles ont explosé. La dévastation biologique durant ces premières heures fut absolue. Les grands dinosaures, le Triceratops et le Tyrannosaurus rex, étaient biologiquement mal équipés pour ce choc thermique. Ils étaient trop grands. Un animal de 6 tonnes ne peut pas se terrer. Il ne peut pas se cacher dans une fissure. Il n'a pas de refuge. Ils étaient exposés au ciel ouvert. L'air est devenu si chaud que le respirer a brûlé le tissu alvéolaire de leurs poumons instantanément. Leur peau, dure et écailleuse comme elle était, s'est remplie d'ampoules et a brûlé en minutes. La radiation infrarouge les a cuits là où ils se tenèrent debout. Nous devons regarder la mécanique de survie pour comprendre pourquoi quelqu'un a vécu seulement. Les animaux les plus petits, les lézards, les premières couleuvres, les mammifères primitifs et les crocodiles ont survécu parce qu'ils ont utilisé le sol lui-même. Le sol est un isolant thermique incroyable. Si vous vous enterrez seulement 6 pouces sous terre, la température demeure stable même si la surface est en flammes. La même chose s'applique à l'eau. Quelques pieds d'eau peuvent absorber des quantités massives de chaleur sans bouillir. Les survivants furent ceux qui ont pu descendre. Les géants, les gouvernants de la planète, n'avaient nulle part où aller. Ils étaient les maîtres de la surface, et la surface s'était convertie en un sol létal. Les États-Unis furent balayés par une tempête de feu qui défie n'importe quelle comparaison moderne. Nous parlons d'une paroi de feu poussée par des vents surchauffés, alimentée par de hauts niveaux d'oxygène, consommant le 90% de la biomasse du continent. La suite de ces incendies a ajouté une seconde couche d'obscurité asphyxiante à la poussière qui circulait déjà dans l'atmosphère. La formation Hell Creek au Montana a littéralement fait honneur à son nom. Nous voyons la preuve forensique de cet holocauste dans la couche géologique connue comme la limite KPG. C'est une ligne mince d'argile et d'iridium qui se trouve dans tout le monde. Mais aux États-Unis, juste au-dessus de cette couche, les palynologues scientifiques qui étudient le pollen ont trouvé une augmentation massive de spores de fougères. Ceci est le pic des fougères. Pourquoi des fougères? Parce que les fougères sont le taxon du désastre. Elles sont les premières choses qui reviennent croître après qu'un incendie de forêt détruit tout le reste.
Ce pic dans le registre fossile est la preuve biologique que le continent fut brûlé jusqu'à la roche-mère. Les dinosaures qui ne furent pas écrasés par le tremblement de terre initial ou noyés dans les tsunamis intérieurs étaient maintenant en train d'être cuits vivants dans un four planétaire. Mais le pire était sur le point de venir. La chaleur a éliminé les millions, mais le froid détruirait les survivants. Après le feu est venu le gel. La pluie de verre s'est arrêtée. Les incendies éventuellement se sont éteints en restant sans combustible, mais la poussière ne s'est pas déposée. La localisation de l'impact fut un coup de malchance cosmique. L'astéroïde n'a pas seulement frappé du granit, il a frappé une plateforme marine peu profonde composée de calcaire et d'anhydrite, un minéral riche en gypse. Le gypse est du sulfate de calcium. Quand vous vaporisez le gypse, vous libérez du soufre. Des milliards de tonnes de soufre furent injectées directement dans la stratosphère. Les aérosols de soufre sont terrifiantement efficients en une chose, le haut albédo. Ils reflètent la lumière solaire de retour vers l'espace avant qu'elle ne puisse arriver au sol. Le soleil a disparu. Nous ne parlons pas d'un jour nuageux, nous parlons d'un blackout total. Durant des mois, et possiblement jusqu'à 2 ans, les États-Unis se sont plongés dans un crépuscule profond et impénétrable. La photosynthèse, le moteur qui pousse toute la vie sur la Terre, s'est arrêté complètement. Il faisait complètement noir à midi, et sans le soleil, le moteur thermique de la planète s'est effondré. Nous sommes passés d'un four à pizza à un congélateur profond en question de semaines. Ceci est le concept terrifiant de l'hiver nucléaire. La température globale a chuté. Dans les intérieurs continentaux de l'Amérique du Nord, loin de l'influence modératrice des océans, les températures ont baissé de 30 à 50 degrés Fahrenheit sous zéro. Ce fut un gel de choc. Les plantes qui miraculeusement avaient survécu aux incendies comme graines ou racines maintenant s'affrontaient à un monde sans lumière. Elles ne pouvaient pas réaliser la photosynthèse. Elles se sont flétries et sont mortes. La chaîne alimentaire est une pyramide et l'astéroïde a donné un coup de pied dans les fondations. À la base, vous avez des plantes et du phytoplancton. Au sommet, vous avez les super prédateurs comme le T-Rex. Si vous enlevez la base, la structure ne vacille pas seulement, elle s'effondre. Les herbivores qui ont survécu à l'impact initial, peut-être quelques Edmontosaurus ou Triceratops chanceux qui étaient réfugiés dans des canyons profonds et étroits, se sont réveillés dans un monde gris et froid, couvert de cendres toxiques. Il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas de nourriture. Ils ont commencé à mourir de faim. Un animal de sang chaud, ou mésothermique comme l'étaient probablement les dinosaures, de cette taille a besoin d'un apport calorique massif juste pour alimenter son métabolisme. Un T-Rex a besoin de centaines de livres de viande par semaine. Mais les troupeaux étaient en train de mourir. Les charognards, les raptors, les petits prédateurs, les insectes ont probablement eu un festin macabre durant quelques semaines. La terre était couverte de cadavres préservés par le froid. Mais éventuellement, la chair a pourri ou fut consommée. Et alors, les charognards ont commencé à mourir de faim. L'extinction ne fut pas un seul moment de mort, ce fut un moulin. L'impact fut le marteau, mais l'hiver fut l'enclume. Les périodes d'incubation des œufs de dinosaures ont aussi travaillé contre eux. Les œufs de reptiles tardent beaucoup de temps à éclore, parfois des mois. Dans un monde gelé et sans soleil, les embryons sont morts dans leurs coquilles. Les mammifères, cependant, portaient leurs petits de façon interne, les maintenant au chaud, ou s'asseyaient sur eux dans des terriers. Cette différence reproductive s'est convertie en un facteur décisif entre la survie et l'extinction. Dans les eaux qui entourent les États-Unis, la chimie était en train de devenir hostile. Le soufre dans l'atmosphère s'est combiné avec la vapeur d'eau pour former de la pluie acide sulfurique. Ceci ne fut pas seulement de la pluie, ce fut une attaque chimique. L'acidité de la couche supérieure de l'océan a augmenté drastiquement. Cette acidification a dissous les coquilles de carbonate de calcium de la vie marine microscopique, comme les foraminifères et les coccolithophoridés. Ces petites créatures sont la base du réseau alimentaire marin. Quand elles ont fondu, les ammonites sont mortes de faim. Quand les ammonites sont mortes, les mosasaures, les lézards de 50 pieds qui gouvernaient les mers du Crétacé, sont morts de faim. L'écosystème s'est effondré depuis la base. Le registre fossile au Montana se silencia. Sous la limite KPG, vous trouvez des milliers d'os de dinosaures, un écosystème vibrant de géants. Au-dessus de la limite, rien. Il n'y a pas de dinosaures non aviaires, il n'y a pas de ptérosaures, il n'y a pas de mosasaures. Ils furent effacés. Le 75% de toutes les espèces sur la Terre furent annihilées. Le règne des monstres,
qui avait duré 180 millions d'années, s'est terminé dans un silence froid et sombre. Mais tout n'est pas mort. Les géants s'en étaient allés, effacés par la physique et la famine, mais quelque chose de petit se mouvait parmi les cendres. Dans la formation Hell Creek, juste après la couche du désastre, les paléontologues ont trouvé les dents d'une créature minuscule. Elle ressemble à un écureuil ou à un rat de pas plus de 6 pouces de long. Son nom est Purgatorius. Nommé d'après Purgatory Hill au Montana, ce petit est essentiellement le grand-père du grand-père des singes, des grands singes et, éventuellement, nous. Pourquoi a survécu le Purgatorius quand le roi lézard tyran est mort? Cela se réduit à 3 facteurs. Premièrement, la taille. Le Purgatorius était petit. Il n'avait pas besoin de milliers de calories par jour. Il pouvait survivre avec une poignée de graines ou d'insectes. Deuxièmement, le terrier. Il vivait dans des trous. Ceci l'a protégé de l'impulsion infrarouge, de la tempête de feu et des vents glaciaux de l'hiver nucléaire. Troisièmement, la diète. Il n'était pas un spécialiste. Le T-Rex avait besoin de viande fraîche. Le Triceratops avait besoin de vastes quantités de végétation fraîche. Le Purgatorius était un détritivore généraliste. Il pouvait manger des insectes, des graines, des racines et même de la matière en décomposition. Tandis que les dinosaures mouraient de faim parce que leurs sources de nourriture spécifiques ont disparu, les premiers mammifères ont prospéré grâce à la mort et à la décadence qui les entourait. Le cauchemar des dinosaures s'était terminé, mais les États-Unis préhistoriques ne se sont pas convertis en un paradis. La nature abhorre le vide. Avec les niches écologiques des dinosaures vides, les mammifères ont explosé en diversité et en taille. Mais le terreur n'a pas abandonné l'Amérique du Nord, il a seulement changé de forme. Dans quelques millions d'années, les États-Unis seraient dominés par de nouveaux monstres. Les oiseaux de la terreur, Gastornis, ont évolué pour remplir le rôle des raptors. Ceux-ci étaient des oiseaux qui mesuraient 7 pieds de hauteur, non volateurs, avec des becs de la taille de pics de construction, conçus pour écraser les colonnes vertébrales des premiers chevaux. Ils ont gouverné les forêts de l'Éocène, chassant les ancêtres de l'humanité. Ensuite sont venus les cochons de l'enfer, entélodontes. Ceux-ci n'étaient pas des cochons, c'étaient des monstres de la taille de bison avec des mâchoires capables de broyer des os. Ils avaient des rebords osseux sur leurs joues et des bosses de muscles sur leur dos. C'étaient des tanks marchands, bio-ingénierie pour la violence, errant par les plaines du Nebraska et des Dakota. La violence du continent américain est une caractéristique, non une erreur. Depuis les sables imprégnés de sang du Trias, passant par le règne de l'Allosaurus rompu par l'infection, jusqu'à l'hiver nucléaire du Crétacé, l'histoire de cette terre est écrite avec violence. Nous marchons sur leurs eaux tous les jours. Nous construisons nos centres commerciaux et autoroutes au-dessus de leurs cimetières. La prochaine fois que vous regarderez un paysage pacifique au Wyoming ou les collines ondulées du Dakota, rappelez-vous ce qu'il y a dessous. Rappelez-vous les squelettes tordus en agonie. Rappelez-vous le Triceratops croisant les cornes avec le tyran dans un duel à mort. Rappelez-vous le poisson trouvé au Dakota du Nord qui s'est littéralement asphyxié avec du verre de l'espace. Les États-Unis préhistoriques n'étaient pas un film de Disney. Ils étaient un cauchemar pur et sans adultération de feu, de glace et de dents et griffes. Et nous sommes juste les survivants chanceux qui sont apparus après que la fumée s'est finalement dissipée.